3, 2, 1... Et voilà, pour moi les vacances c'est déjà terminé, du coup retour à la maison et reprise du boulot, fallait bien que ça arrive un jour. Alors après la fin de mes projets estivaux, c'est-à-dire mon top 100 NBA actuel mais aussi la suite de l'aventure de mes Philadelphia Six-Men, qui, attention, prendra place maintenant, prendra suite sur ma chaîne secondaire toute fraîchement créée, j'ai voulu parler de la Coupe du Monde, dont le début est imminent. Pour ça, avant de vous faire peut-être d'autres vidéos à propos de cette compétition, j'ai décidé de commencer à parler de Team USA. Normal, j'ai envie de dire, vu que c'est l'équipe qui s'affiche en numéro 1 du classement FIBA à l'heure actuelle. Les Américains, de par leur statut, se doivent d'avoir de très grosses ambitions pour cette compétition, et pourtant je ne vais pas le cacher, cet effectif, notamment dans sa construction, peut soulever peut-être pas mal de doutes. Du coup, les joueurs de Team USA peuvent-ils décemment prétendre à la médaille d'or? Pour ça, la concurrence sera vraiment rude, et il apparaît au premier coup d'œil que cet objectif pourrait finalement être bien plus dur que prévu à la base. Tout ça, on va l'analyser évidemment, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Les Américains se dirigent-ils tout droit vers un gros flop pour cette Coupe du Monde FIBA 2023 ? Pour commencer, histoire de planter un petit peu le décor, parlons de ce que Team USA a fait lors des dernières grosses compétitions. Et déjà, si l'on revient à la dernière Coupe du Monde, celle de 2019, il faudra noter que l'équipe Quinry a livré son pire résultat de l'histoire depuis qu'elle se compose de joueurs NBA. Après avoir échoué contre la France en quart malgré une série de 58 wins de suite, toutes compétitions confondues, les US ont ensuite perdu contre la Serbie lors des matchs de classement, ne finissant alors qu'à une très triste 7ème place. 4 ans plus tard, et après une médaille d'or remportée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, on imagine maintenant que les Américains vont arriver le couteau entre les dents pour se rattraper lors de cette Coupe du Monde. Lors de la dernière édition remportée par les US dans cette compétition en 2014, le Star Power était très présent, avec des joueurs comme James Harden, Stephen Curry, Klay Thompson, Anthony Davis ou encore Kyrie Irving. En 2019, l'équipe alors menée par Jason Tatum, Jaylen Brown et Donovan Mitchell semblait alors trop juste, et les Jeux Olympiques qui ont suivi ont semblé montrer que certaines leçons avaient été retenues. Ça, ces leçons retenues, j'avoue pour être honnête aujourd'hui que je n'en suis pas tout à fait certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, dans l'organisation américaine, beaucoup de choses ont changé, ont évolué. Steve Kerr a remplacé Greg Popovich au coaching, tandis que Grant Hill a pris la suite de Jerry Colangelo pour ce qui est du management. Aujourd'hui, plus personne n'impose aux joueurs de s'impliquer sur plusieurs années, en mode tu ne joues pas les JO si tu ne joues pas la Coupe du Monde, même si officieusement c'était déjà le cas plus ou moins avant. Quoi qu'il en soit, les deux hommes disputeront leur première compétition internationale à la tête de Team USA et ils devront faire leurs preuves. Pour le moment, nous en sommes au stade de la préparation, et même si les US se sont bien rattrapés dans les matchs amicaux qui ont suivi, les premiers pas m'ont laissé très dubitatif. Après 2 défaites contre la Select Team lors de Scrimmage, Team USA a entamé ses matchs amicaux avec pas mal d'inquiétudes, sur lesquelles je ne veux pas en faire trop aujourd'hui, ça ne reste que de la prépa. Ouais, on s'en rappelle, avant les derniers JO, les Américains avaient perdu contre le Nigeria et tout le monde en avait fait des caisses, ça n'avait pas empêché le collectif de se remettre en question le jour de la compétition, puis de décrocher l'or. Mais bref, depuis les 2 défaites lors des Scrimmage, Team USA a disputé 3 matchs, contre Porto Rico, contre la Slovénie, sans Luka Doncic, mais aussi contre l'Espagne. 3 victoires. Dans ces rencontres, à nouveau, pas mal de choses étaient à noter, du bon comme du moins bon, et encore une fois, même s'il ne faut jamais tirer de conclusions trop hâtives des matchs de préparation, un bon paquet d'éléments ont confirmé à la fois les certitudes que j'avais, mais aussi les doutes que je pouvais imaginer concernant cette sélection. Mais avant d'approfondir tout ça, le mieux, je pense, c'est d'analyser un petit peu comment est construit cet effectif de Team USA, à commencer par les meneurs. Et à ce poste, je vais le dire tout de suite, j'aime bien ce que l'on a avec 2 joueurs, Jalen Brunson et Tyrese Haliburton, qui apportent des choses vraiment différentes, mais qui sont aussi tout à fait capables d'évoluer ensemble sur un terrain de basket. Déjà, pour commencer, pour parler de Jalen Brunson, j'apprécie particulièrement comment mentalement il semblait prêt à tout pour participer à cette Coupe du Monde, et c'est plutôt bien quand tu as des joueurs qui ont envie d'être là. Malgré sa grosse saison et ses gros playoffs avec les Knicks, mais aussi sa lune de miel qui était prévue cet été, il n'a pas hésité une seconde à l'idée de faire une croix sur son repos et de repousser ses projets afin de porter pour la première fois de sa carrière le maillot de la sélection US en compétition officielle. Dans cette équipe, il apportera sa combativité, son leadership, sa gestion des money times, mais aussi sa percussion et son scoring. Lors des matchs amicaux, il est le joueur de Team USA que j'ai trouvé le plus en vue et nul doute qu'il aura un gros rôle dans la sélection de Steve Kerr cette année pendant la Coupe du Monde. Derrière lui, ou à côté de lui, selon ce que le sélectionneur décide de faire, nous avons le tout aussi talentueux Tyrese Haliburton. Capable d'évoluer sur les postes 1 et 2, comme Brunson, le joueur des Pacers à seulement 23 ans s'affiche déjà comme l'un des tout meilleurs playmakers de la grande ligue, doté d'une vision de jeu excellente, mais aussi d'un tir longue distance qui lui permet également largement d'évoluer sans le ballon. Sa première sélection All-Star glanée cette année montre bien à quel point Tyrese Haliburton a su obtenir le respect de ses pairs en NBA, et ça montre que c'est un vrai joueur. Mais le plus important, je pense, c'est que sa capacité à réussir à très bien faire vivre le ballon et à jouer collectif pourrait faire beaucoup de bien dans un jeu FIBA international. Personnellement, cette double
doublette, même si elle reste très jeune, je la trouve cool. J'apprécie que les deux puissent se relayer à la main, mais aussi exister ensemble sur le terrain. S'ils ne font pas encore partie de la crème des meneurs en NBA à l'heure actuelle, l'un comme l'autre est sur la phase ascendante, et leurs saisons respectives laissent penser qu'ils représenteront des choix très intéressants pour Steve Kerr. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que cette complémentarité, on la retrouve aussi chez les extérieurs, avec tout un tas de profils différents qui apporteront d'immenses solutions innombrables au coaching staff. Et parmi eux, celui dont la présence me hype le plus, c'est bel et bien Anthony Edwards. L'arrière des Wolves sort d'une campagne de playoff excellentissime, lors de laquelle il a tourné à près de 32 points par match, malgré l'élimination des siens au premier tour contre les Nuggets, futurs champions. Lui aussi est largement sur la pente ascendante en ce moment, et ses qualités pourraient lui permettre de devenir rapidement un pilier de cette sélection. Parce que oui, même s'il vient tout juste de souffler sa 22e bougie, Ant-Man, pour moi, est le joueur qui possède le plus gros potentiel offensif, au moins au scoring, dans toute cette équipe. Si son âge pourrait faire peur pour tant de responsabilités, l'arrière semble néanmoins avoir les épaules pour enfiler un tel costume d'option 1, et si rien ne dit pour le moment qu'il sera en mesure de s'adapter parfaitement au basket FIBA, ses qualités athlétiques naturelles et son adresse devraient je pense tout de même lui permettre de sortir son épingle du jeu. Puis visiblement, en plus de ça, dans le vestiaire, avec son sourire et sa bonne humeur constante, il a déjà gagné le respect de tout le groupe, il a été validé le gamin. Le mec déborde de confiance, et quand il se met en tête d'attaquer le cercle, peu de monde réussit à l'arrêter en NBA. Voyons maintenant comment les règles internationales qui permettent aux défenseurs de squatter davantage la peinture influeront sur son impact en pénétration. Pour moi, ce sera la clé concernant Ant-Man, qui même s'il peut compenser avec son shoot externe, pourrait être largement handicapé s'il n'arrivait pas à s'approcher du panier pendant cette Coupe du Monde. Maintenant, même si je suis conscient qu'il lui faudra probablement un temps d'adaptation et qu'il montera peut-être en puissance au fur et à mesure de la compétition, j'ai plutôt confiance en Edwards. Et si jamais les règles internationales devaient lui poser souci, Steve Kerr aura la chance et le luxe de bénéficier dans son effectif d'un autre très gros scoreur en la personne de Brandon Ingram. Lui aussi jouera sa première grosse compétition sous le maillot de Team USA, mais avec sa faculté à prendre des shoots de loin ou à mi-distance, tout en ayant la capacité de créer son tir ou de jouer off-ball, j'ai moins de doutes le concernant quant à son adaptation vers le basket international. De plus, du haut de ses presque 26 ans qu'il célébrera pendant la Coupe du Monde, il bénéficie de davantage d'expérience en NBA que ses coéquipiers, c'est important ça aussi. Polyvalent, adroit, mais aussi capable de performer des deux côtés du terrain, il pourrait être le joueur qui s'imposera en tant que scoreur numéro 1 si jamais Anthony Edwards monte des limites pour occuper ce rôle. Quoi qu'il arrive, avec sa capacité à écarter les défenses, le joueur des Pels pourrait représenter un vrai danger pour les adversaires des Américains. Mais attention, car sur les ailes, un autre joueur pourrait bénéficier de pas mal de grosses minutes, j'ai nommé Mikal Bridges. Principalement considéré comme un défenseur en début de carrière, un domaine dans lequel il peut être carrément élite, son transfert vers Brooklyn nous a également prouvé que dans le domaine offensif, lui aussi pouvait faire de gros cartons, agissant en véritable two-way player. Quand je vois son jeu à Bridges, mais aussi la facilité qu'il a à s'adapter, quel que soit le rôle qu'on lui donne, je me dis qu'il pourrait être amplement responsabilisé pendant cette compétition. Non seulement avec lui Kerr disposera d'une arme réelle pour étouffer le meilleur joueur adverse, mais en plus de ça, offensivement, l'ailier des Nets pourrait tout à fait apporter sa pierre grâce à sa capacité à créer son shoot ou à conclure en bout de chaîne. Lui aussi semble disposer d'un profil qui pourrait tout à fait convenir au jeu FIBA. Pour toutes ces raisons, je m'attends à voir Bridges passer beaucoup de temps sur le parquet sous le maillot de Team USA pendant cette Coupe du Monde. Bref, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette rotation à 3 sur les ailes, Steve Kerr dispose déjà de 3 profils complémentaires qui apportent des choses différentes aussi, et j'apprécie beaucoup. Tous peuvent occuper un rôle distinct, et nul doute que ce sera super utile, ça, quand il faudra s'adapter en fonction des adversaires qui se dresseront sur le parcours de Team USA dans cette compétition. Mais si on ajoute à ces 3 gars Cameron Johnson, qui pourrait jouer le rôle de sniper polyvalent, Austin Reeves, qui avec son culot a montré avec les Lakers qu'aucun défi ne lui faisait peur, mais aussi Josh Hart, spécialiste de toutes les petites choses et du travail de l'ombre sur le terrain, on s'en rend compte. Sur les lignes extérieures, Team USA dispose d'une rotation extrêmement profonde. Malheureusement, je suis obligé de le dire, je suis quand même un poil moins enthousiaste pour ce qui est de la rotation intérieure. Ici, le seul vrai pivot de formation, c'est Walker Kessler, et même s'il a d'immenses qualités pour protéger le cercle ou encore pour finir dans la peinture quand on le sert dans de bonnes dispositions, ses failles offensives et son manque d'expérience pourraient être problématiques. Pas sûr que Kerr l'use beaucoup du coup. Alors après, à côté de lui, nous avons aussi Paolo Banchero, qui également sort tout juste de sa saison rookie en NBA. Nous savons d'ores et déjà que Kerr prévoit d'utiliser celui qui a privilégié les États-Unis à l'Italie cet été, principalement au poste 5. Pourquoi pas, hein, mais dans un jeu FIBA qui demande souvent d'avoir dans la raquette de gros protecteurs de cercle capables de jouer en post-up, j'ai quelques doutes le concernant. Est-ce que ça ne va pas gâcher son talent? Parce que oui, pour moi, si Banchero a obtenu le trophée de rookie de l'année cette saison, avec Orlando, c'est principalement grâce à sa capacité à briller avec le ballon dans les mains. Il est un joueur habile, skillé, qui peut dribbler et créer son tir sans problème. Il voit également bien le jeu, et avec ses épaules bien tankées, il n'a également aucun mal à se frayer un chemin vers le cercle en NBA. Sera-t-il capable de transformer son jeu avec Team USA pour aller poser des écrans et occuper davantage la peinture? Peut-être, mais ce serait quand même bien dommage qu'il ne se cantonne qu'à ça, je trouve. En NBA, le jeu small ball sans vrai pivot, why not? Mais en FIBA, vu comment certains gros babards occupent la raquette constamment, j'ai quand même beaucoup plus de doutes.
De plus, le joueur n'a que 20 ans et a toujours été habitué à être le centre de l'attention partout où il a joué. Il se peut qu'en le replaçant au poste 5, on lui en demande beaucoup, et j'ai peur que face à certains match-up, il puisse se retrouver réellement en difficulté. Ses qualités pour pousser le ballon en transition seront forcément utiles, mais en FIBA, en tant que pivot, il faudra être capable d'apporter bien plus. Bon après, quand même, mine de rien, dans la peinture, chez Team USA, on aura quand même le défenseur de l'année, Jaren Jackson Jr., qui pourrait occuper un très gros rôle dans la protection de cercle. Le mec est hyper polyvalent défensivement, il peut éteindre à peu près tout le monde dans le périmètre, et s'est fait une spécialité d'arriver sur les aides à toute vitesse pour poser des swats. Son apport pourrait donc être essentiel dans la raquette Quinry. Maintenant, malgré ses 2m11, Triple J n'est pas non plus un joueur qui aime passer beaucoup de temps dans la peinture. Si tu le décales au poste 5, lui qui habituellement joue au poste 4, Team USA pourrait alors réellement souffrir au rebond face à certains adversaires, et ça, obligatoirement, il faudra le prendre en compte. Alors après, pour donner de la dureté, pour donner des coups, et pour prendre des rebonds, heureusement, nous aurons Bobby Portis. Clairement, l'intérieur des Bucks peut faire énormément de choses dans le travail de l'ombre, il peut se montrer solide dans la raquette, des deux côtés du terrain, et compenser tout plein de failles potentielles. Néanmoins, selon moi, il n'a pas le talent des autres, et il a besoin d'un autre intérieur excellent à ses côtés pour briller. Je ne vois pas forcément ce profil du côté de Team USA. En gros, nous avons 4 véritables intérieurs dans cette sélection de Team USA. Tous apportent des choses différentes, c'est bien, mais je trouve que tous aussi ont certaines failles importantes. Walker Kessler est peut-être celui qui présente le profil le plus proche de ceux qu'on a l'habitude de voir en FIBA, mais en même temps, c'est aussi celui qui a le moins d'expérience des 4. Pour l'instant, rien ne prouve à coup sûr qu'il sera en mesure d'assumer sa place pendant cette Coupe du Monde, et pour cette rotation intérieure, Steve Kerr pourrait avoir affaire à un vrai casse-tête pour la construire en fonction des oppositions. Et du coup, justement, ce coach Steve Kerr, parlons-en, y a-t-il vraiment besoin que je vous le présente? Je ne pense pas. Actuellement, avec ses 4 titres déjà, il fait partie, à 57 ans seulement, des tacticiens les plus bagués all-time de toute l'histoire de la NBA. Même si ce sera sa première participation lors d'une compétition internationale à la tête de Team USA, le coach de Golden State connaît tout de même déjà parfaitement bien la maison, vu qu'en 2019 à la Coupe du Monde et en 2021 aux Jeux Olympiques, il était l'assistant de Greg Popovich. Du coup maintenant, pour lui, le challenge va être gros, c'est-à-dire prendre en main une équipe super jeune et essayer de l'emmener sur le toit du monde. A-t-il les qualités suffisantes pour ça? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, mais je dois avouer que son profil quand même me rassure beaucoup. Pourtant, on le sait, Kerr a beau être un excellent tacticien, il n'a pas toujours été le meilleur quand il s'agissait de donner des responsabilités aux jeunes à développer. Cependant, jouer sans véritable pivot dans un jeu basé sur la polyvalence des joueurs et le mouvement du ballon, c'est ce qu'il fait maintenant depuis des années à Golden State, c'est sa marque de fabrique. Du coup, moi je me dis que la construction de cet effectif semble tout de même parfaitement correspondre à sa philosophie de jeu. Après, pour lui aussi, ça va être une sacrée expérience, et les joueurs, il va devoir apprendre à les connaître parfaitement, sur le bout des doigts, pour les utiliser de la meilleure façon possible. Vu que sous la main, il n'aura aucun joueur des Warriors pour faire le relais, ni aucun joueur déjà passé par Team USA par le passé, il devra en un temps record apprendre à connaître toutes les qualités et les faiblesses de chacun, afin de les mettre dans le meilleur costume, ce qui évidemment ne sera pas simple et représentera un défi. Pour ça, heureusement, il bénéficiera aussi des présences de Erik Spoelstra et de Tyronn Lue sur le banc en tant qu'assistant, qui évidemment seront de gros atouts vu leur qualité en NBA. Cependant, partir de zéro comme ça et construire une équipe vouée à être couronnée de succès en seulement un été, ce sera un challenge très compliqué, même pour un coach aussi talentueux que Steve Kerr. Et justement, quelle rotation va-t-il pouvoir élaborer avec toutes les options dont il dispose? Jusque-là, ça a pu se remarquer un petit peu lors des matchs amicaux, où il est en phase de test, mais pour moi, il y a quand même une hiérarchie qui commence à se dessiner. À la main, je pense que sans hésitation, le spot de starter sera destiné à Jalen Brunson, qui, je le disais, pour moi est le plus en vue lors des matchs de prépa. En termes d'attitude, ça se voit, c'est lui qui joue un peu le rôle de capitaine de cette équipe, c'est lui qui crie 1, 2, 3 USA avant les débuts de match. Je pense qu'avec ses qualités mais aussi sa compétitivité, le meneur des Knicks peut tout à fait représenter le cœur et l'âme de cette équipe US. À ses côtés, il existe une option où on met Tyrese Haliburton au poste 2, car comme on le disait plus tôt, les deux meneurs de jeu sont tout à fait en mesure d'évoluer ensemble sur le parquet. Ceci dit, pour moi, le joueur qu'il faut essayer de titulariser en tant qu'arrière, c'est Anthony Edwards. Comme je disais, il est sûrement le joueur de l'équipe qui possède le plus gros potentiel au scoring, et ça pourrait être une erreur de le reléguer sur le banc, malgré les doutes qu'il pourrait présenter dans le jeu FIBA. Oui, il connaîtra des difficultés, au moins au début, il y a des chances, mais je trouve que ce serait dommage de ne pas lui laisser l'opportunité de prendre sa place, et justement de s'adapter sur la durée, au vu du potentiel qu'il détient. Après, si au bout de quelques matchs on voit que ça ne fonctionne vraiment pas, oui, à ce moment-là, certaines adaptations seront possibles. Mais justement, il y a du monde derrière, et des joueurs comme Tyrese Haliburton, mais aussi Austin Reeves ou Cameron Johnson pourraient eux aussi tout à fait intégrer le 5 de départ à sa place si jamais ça ne fonctionnait pas. Après, pour ce qui est du poste 3, je ne vois pas trop comment Steve Kerr pourrait se passer de Michael Bridges. Pour moi, il est le meilleur défenseur extérieur de l'effectif, et dans son rôle de 3&D, son impact pourrait être vital pour Team USA. Encore plus s'il confirme les immenses progrès offensifs qu'il a fait à la création pour lui-même cette saison d'ailleurs. Pour ce qui est du poste 4, je ne bégayerai pas trop longtemps non plus, et là-dessus, une forte tendance semble se dessiner. Il s'agirait de décaler Brandon Ingram en tant qu'ailier fort, qui avec ses bras immenses semble tout à fait en mesure d'occuper ce poste.
Dans le 5, il pourrait être l'une des options primordiales au scoring dans l'équipe, et son shoot, s'il est réglé, sera forcément très utile. Ajoutons à ça qu'avec son XP, il sera un peu le vétéran de l'équipe aussi, et je ne vois pas Kerr se passer de ses services dans son 5 majeur. Du coup, vous l'avez compris, c'est sûrement le poste 5 qui posera le plus de soucis, mais là encore, je ne pense pas qu'il y ait à hésiter trop longtemps. Kessler a beau disposer du meilleur profil, Banchero a beau être le plus talentueux, Portis est au moins dans les stats le meilleur rebondeur, mais peu importe, je pense que c'est Jaren Jackson Jr. qu'il faut titulariser. Cette équipe a besoin d'une tour de contrôle défensive, d'un mec qui pourra parfaitement agir en second rideau et squatter la peinture pour empêcher les drives adverses. Si Kessler semble lui aussi en mesure d'enfiler ce costume, il y a aujourd'hui un monde concernant le niveau offensif des deux joueurs. Triple G, titulaire je pense donc, avec Paolo Banchero en première rotation qui pourra arriver sur le terrain et dépanner sur les postes 4 et 5 quand il faudra faire souffler les starters. Du coup là on a plus ou moins ma vision de ce à quoi le 5 majeur de Team USA pourrait ressembler, tout en connaissant les principales rotations. Haliburton, Reeves, Bridges et Banchero, je pense, auront pas mal de minutes, même s'ils sortiront du banc a priori. Du coup, je pense qu'il est temps d'analyser désormais quelles seront les principales qualités de cette sélection. Et pour moi, la principale reste le scoring. Avec Brunson, avec Edwards, avec Bridges et avec Ingram, on dispose de 4 joueurs dans le 5 de départ qui sortent d'une saison NBA à plus de 20 points par match. Ajoutons-leur des Tyrese Haliburton et des Paolo Banchero qui eux aussi dépassaient cette barre en NBA cette saison et on s'en rend compte, leur force de frappe offensive pourrait être phénoménale. Maintenant, il n'est pas certain que tous les joueurs réussissent à s'adapter parfaitement au jeu FIBA et Kerr n'aura pas besoin non plus de 6 joueurs à 20 points à chaque match. Mais ce qui est positif, même s'il sera important d'établir une hiérarchie, c'est que Team USA aura toujours du monde à envoyer sur le terrain en cas de panne d'adresse d'un ou plusieurs joueurs cadres. Et ça en fait pour moi ça va un petit peu de pair avec la polyvalence dont disposent la plupart des joueurs. Si nous avons bien sûr quelques spécialistes offensifs et d'autres spécialistes défensifs, pas mal d'éléments tout de même sont capables de performer très fort des deux côtés du terrain. En revanche, ce qui me hype le plus, c'est de voir le nombre de joueurs qui sont capables de porter la balle et de créer pour les autres. La clé à mon sens pour cette team sera de réussir à créer une alchimie, et de nombreuses pièces semblent tout à fait capables de jouer un basket d'équipe, c'est intéressant. Surtout que dans cette team, on aura également pas mal de joueurs de caractère, comme Bobby Portis, Austin Reeves, Paolo Banchero ou encore Josh Hart. Ajoutons à ça la connexion Villanova qui sera représentée par le trio Jalen Brunson, Michael Bridges, Josh Hart, qui ont tous les trois gagné à la fac, même si les deux derniers n'ont jamais joué ensemble, et on s'en rend compte, on a quelques joueurs qui se connaissent. Avec ce roster, j'ai l'impression qu'on a une équipe qui pourrait jouer un basket beaucoup plus collectif que ce à quoi Team USA nous a habitués ces dernières années. Enfin, comme c'est un petit peu le cas lors de toutes les compétitions internationales, l'avantage le plus important dont pourrait bénéficier Team USA pendant cette compétition, c'est leur énorme dimension athlétique. Des Anthony Edwards ou des Paolo Banchero par exemple sont des joueurs comme on en voit peu dans le basket international, et face à des défenses trop passives ou pas assez physiques, les drives et le jeu en transition des hommes de Steve Kerr pourraient alors assurément faire la différence. Franchement, rien qu'avec ces qualités, j'ai l'impression que ça pourrait suffire pour faire de Team USA l'un des gros favoris de cette compétition, mais attention, ne nous emballons pas, tout n'est pas tout rose non plus. Le premier doute que j'ai est évident, on en a beaucoup parlé, dans ce roster, personne n'a aucune expérience du basket international en compétition. Ok, parmi les joueurs sélectionnés, 9 d'entre eux ont déjà fait partie des Select Teams et ont servi de sparring partner à leurs aînés par le passé, mais pour moi ça ne veut pas dire grand chose. Dans l'histoire, ce sera la toute première fois que Team USA va débarquer dans un tournoi international avec une équipe composée exclusivement de joueurs que l'on peut considérer comme des rookies dans ce genre de compétition. Même dans la Dream Team 92, on avait des gars comme Michael Jordan, Chris Mullin ou David Robinson qui avaient déjà participé au jeu en 84 par exemple, même s'ils n'étaient pas encore en NBA. Et le truc c'est que ce constat pourrait représenter un réel problème malgré l'alchimie que semble capable de développer le groupe. Car oui, beaucoup d'équipes internationales jouent ensemble depuis des années, connaissent le règlement FIBA sur le bout des doigts, et en termes d'expérience, Team USA pourrait se faire littéralement bouffer dans les fins de match qui comptent. Alors que la plupart de leurs adversaires savent parfaitement gérer les situations de money time et savent à qui donner la balle, tout est à construire dans ce secteur pour les Quinry. La sélection a beau ne pas être la plus jeune de l'histoire, avec une moyenne d'âge supérieure à 25 ans, elle reste cependant, et de loin pour moi, la plus inexpérimentée qu'ait connue Team USA. De plus, malgré le talent indéniable de beaucoup de joueurs, dans cet effectif, il faut noter que nous n'aurons aucun All-NBA 2023 dans le roster. Entre Jason Tatum, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Stephen Curry, LeBron James, Jimmy Butler, De'Aaron Fox, Julius Randle ou Damian Lillard, qui tous ont obtenu les honneurs de la ligue cette saison, aucun ne sera présent, et il est clair qu'en ajoutant 2 ou 3 joueurs de cette liste, cette sélection aurait eu une toute autre gueule. Si parfois seul le talent pur de Team USA a permis à l'équipe de décrocher la médaille d'or, je pense que cette saison, ça ne suffira probablement pas. Pour le moment par exemple, il est quasiment impossible de prévoir à coup sûr qui sera le go-to guy de cette équipe, ni comment la hiérarchie se dessinera exactement.
Personnellement, j'ai peur que parfois ça bégaye méchamment dans les Money Times, et si Steve Kerr ne trouve pas la formule magique lors des 3 petits matchs de poule que Team USA disputera avant la deuxième phase de poule, la phase éliminatoire pourrait alors devenir très difficile à appréhender. Un faux pas deviendra alors catastrophique potentiellement. Je pourrais également revenir sur les difficultés que cette sélection pourrait connaître au rebond, vu que les deux intérieurs qui seront dans le 5, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr., ne sont ni l'un ni l'autre spécialistes dans le domaine. Si Hart, Portis et Kessler pourront potentiellement apporter leur pierre dans ce secteur, en sortie de banc, les failles me semblent quand même réelles. Si les Américains n'arrivent pas à contrôler le rebond dans cette Coupe du Monde, vous connaissez le dicton dans le basket, ils auront du mal à s'imposer. Surtout qu'en plus de ça, il faudra réussir à gérer la pression. Team USA ne participe pas à cette compétition avec pour objectif de remporter la médaille d'argent, d'autant plus au vu des résultats connus lors de la dernière édition en 2019. Dans leur groupe, ils croiseront la Grèce sans Giannis, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie. Normalement, finir à l'une des 2 premières places est tout à fait à leur portée. Cependant, lors de la deuxième phase, les Américains croiseront avec le groupe de la Lituanie et du Monténégro, et la moindre erreur pourrait être fatale dans l'optique de se qualifier pour les quarts de finale. Heureusement, dans l'équipe, on l'a dit, de nombreux joueurs ont déjà prouvé qu'ils étaient largement en mesure de supporter la pression. Ceci dit, le basket international se joue différemment, et avec cet effectif novice, pour ce genre de compétition, tout est à construire, on part de zéro. Quand on voit que l'équipe qui a le plus de pression dans ce tournoi est aussi la plus inexpérimentée, on ne le cache pas, ouais, ça peut faire flipper. Du coup, si l'on fait le bilan, peut-on dire que les Américains sont réellement les favoris de cette Coupe du Monde comme les Power Rankings de la FIBA semblent l'indiquer? Si je veux répondre à cette question et que je suis totalement honnête, ça ne me semble pas si évident que ça. Certes, l'équipe a des qualités, elle est polyvalente, elle est bien coachée, et elle semble complémentaire. En revanche, l'alchimie, bien souvent, ça ne se crée pas en un claquement de doigts, et Team USA dans ce domaine partira avec un gros retard par rapport à tous ses adversaires. Dire qu'ils font partie des favoris, oui ça me va, mais impossible pour moi d'annoncer qu'ils sont les favoris obvious, comme ça a souvent été le cas lors des compétitions internationales. Tout plein de teams auront également leur mot à dire, et on le sait, certaines sélections se surpassent littéralement quand il s'agit d'affronter Team USA, ça ne leur facilitera pas la tâche. L'Espagne, la France, l'Australie, la Slovénie, l'Allemagne, le Canada, la Serbie, la Grèce, la Lituanie, le Brésil, et j'en passe, toutes ces teams sur le papier sont je pense capables de sortir Team USA sur un match, et cette Coupe du Monde me semble particulièrement ouverte, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il sera intéressant donc de voir comment Steve Kerr arrivera à construire une alchimie, et à développer une hiérarchie dans cette équipe en seulement quelques semaines. Les qualités individuelles des joueurs sont bien présentes, mais en termes de vécu collectif, le retard est plus que réel. Alors clairement je le pense, si le tacticien ne trouve pas la bonne formule très vite lors de cette compétition, le flop pourrait être violent, et une élimination avant les demi ne serait pas à exclure. Heureusement pour Team USA, l'équipe ne dispose pas non plus de n'importe quel clampin au coaching, et ça pourrait les sauver. Alors clairement, même si le risque de flop pour Team USA me paraît beaucoup plus important que lors de la plupart des dernières compétitions internationales, il faut le dire aussi, elle est aussi en mesure, au niveau du potentiel, d'aller décrocher l'or. Par contre, si je dois me mouiller, je vais le dire, je suis en désaccord avec la FIBA, et au vu de l'inexpérience des joueurs dans les compétitions internationales, Team USA n'est pas le favori no-brainer à mes yeux. L'objectif restera bien évidemment la médaille d'or, mais je vous le dis, à mon sens, si au fur et à mesure de la compétition Team USA n'arrive pas à atteindre vite son meilleur niveau, les chances de l'obtenir deviendront alors vraiment minimes. Voilà pour ce qui est de Team USA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast, en attendant peut-être d'autres pendant la Coupe du Monde. Dites-le moi en commentaire si vous voulez la France par exemple, et signifiez-moi que vous aimez ça en spammant les pouces bleus. Mais Team USA, vous en pensez quoi? Ça va flopper ou alors ça va tout péter et gommer tous les doutes? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Puis pour finir, vous connaissez, si la vidéo vous a plu, go vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça apporte énormément de force, et pour ça, je vous remercie énormément d'avance. À très vite.